Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, alors comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy! Écoute, on va croire que je me plains tout le temps, mais ça va moyen, malheureusement. Putain, mais t'es devenu vieux. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est ce que j'avais dit en fait. C'est incroyable ce qui s'est passé. Avant, j'avais l'impression d'être indestructible, hormis quand même le bas du dos. J'avais déjà tout expliqué pourquoi j'avais vraiment calmé sur la muscu. J'étais jamais malade. Et là, c'est vrai que c'est un peu la douche froide depuis plusieurs mois. C'est comme si j'étais cassé. Mais Donc comme bon. tu es un Super Saiyan, tu vas revenir plus fort vu que t'as été proche de la mort et après tu seras vraiment invincible, quoi. Ouais, et bah écoute, je commence à bien en revenir de ce truc-là parce que pour le moment, je m'en sors pas trop de mes problèmes et au contraire, plus ça va, plus je suis en train de me transformer en personne normale. Donc il y a je sais plus quand je me suis enrhumé alors que j'avais jamais eu de rhume depuis je sais pas combien d'années. Et puis bah une douleur en entraîne une autre en fait. C'est ça le problème. C'est le mal, c'est le C'est mal, c'est le pas. mal qui tourne. Nous, on rigole de ça à la salle souvent parce que bon, on est entre 30, quarantenaires, des fois cinquantenaires. Et bah, il y a toujours un petit bobo, tu vois. Et à chaque fois, t'as plus mal à un endroit et hop, t'as mal à un autre. Ça, c'est c'est le Ouais, mal bah enfin là, qui ce que tu tourne, dis, quoi. c'est des petites bricoles. Mais quand t'as un gros truc, le problème c'est qu'après ça, enfin c'est ce que j'avais expliqué, ça te pique un autre truc. Je te donne un exemple. Donc j'ai expliqué là depuis un mois que j'ai ces problèmes aux genoux qui sont arrivés de manière plus ou moins inattendue. Et pour que ça passe, en fait, il faudrait ménager le plus possible le genou. Mais comme j'ai le dos qui est pas non plus complètement réparé, par exemple, je peux pas me pencher en avant en arrondissant le dos. Donc déjà, c'est pas, il y en a qui recommandent pas, mais admettons que je puisse faire ça pour soulager mes genoux. En fait, moi, je peux pas le faire. Donc, à chaque fois que je dois récupérer quelque chose qui est au sol ou me baisser pour le frigo, etc., qu'est-ce que je fais? Je fléchis les genoux, tu vois? Bien sûr. Sauf que chaque fois que je fléchis les genoux, en fait, je sollicite du coup le problème que j'ai sur les genoux. Et donc, du coup, il n'y a jamais de vrai repos, en fait, tu vois. Et je pense que ça complique le bordel parce que du coup, maintenant, bah, je dois gérer et le dos et les genoux. Mais le dos, là, t'es bon, là, maintenant. Tu peux bouger, non? Bah, oui, je suis relativement mobile, mais c'est pas parfait. En fait, je peux pas courber le bas du dos sans que ça génère une douleur. Mais c'est quoi comme Et douleur? Tu sens que c'est la douleur comme la hernie ou c'est une douleur un peu, une raideur, quoi? c'est pas bien clair. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, j'ai pris un rendez-vous chez un médecin du sport. D'ailleurs, c'est un autre signe que ça commence à aller mal, c'est quand tu commences à prendre des rendez-vous, tu vois. Alors qu'avant, je prenais jamais de rendez-vous. Là, je commence à en prendre. Donc, tu vois, petit à petit, c'est une normalisation avec tous les trucs où je sais, pour avoir vu des tonnes de témoignages sur le forum, que ça commence à être la merde, tu vois. Et donc, je Après, peux. comme je t'avais dit, moi, si tu veux, je te mets en contact avec des mecs qui sont vraiment pointus sur les rééducations, dos, tout ça. Parce que là, ton médecin du sport, je pense pas qu'il te dise grand-chose, hein, tu sais. Je sais pas, on verra. Tu vois, là, On va, va voir, mais si jamais, moi, je connais des vrais pros, entre guillemets, et je peux te mettre en contact avec. Et les mecs, voilà, ils vont te faire vraiment toute la réhab, tous des trucs vraiment plus poussés, on va dire, et avec plus de chances de réussite, quoi. Parce que ouais, là, enfin. médecin du sport, il va arriver, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon, bah, c'est normal, bah, faites plus ci, faites plus ça, vous serez comme ça toute votre vie, tu sais, ça va toujours être. Je sais pas. On va voir. Mais bon, voilà. Toujours est-il que là, c'est toujours un peu dans cette espèce de spirale un peu merdique.
Et voilà comment on est indestructible, mon cher Rudy, jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. Puis après, ben voilà, c'est une espèce de spirale de merde. Mais ça, c'est déjà quelque chose que j'ai remarqué dans tous les aspects de la vie. Il faut toujours mieux prévenir les problèmes que les avoir, parce qu'en fait, une fois que tu les là, c'est 10 fois plus compliqué à corriger que de les avoir évités. Sauf que là, pour les genoux, bon, c'est complètement inopiné. Là, ça m'a complètement surpris. Mais ouais, c'est comme le dos, tu vois. Maintenant, c'est la merde. Ça va être la merde pendant des mois et des mois, en fait. Donc, voilà, c'est la spirale de la merde maintenant. Bah, tiens, j'ai pensé à toi sur deux choses. Donc, sur les genoux. Donc, bah là, pour rappel, pour ceux qui suivent pas les podcasts toutes les 2 semaines avec toi, tu as un syndrome fémoro-patellaire qu'on appelait syndrome rotulien auparavant. Et donc, moi, j'en ai eu un pendant plus de 10 ans. Et bon, bah, il y a des périodes où c'était difficile de faire les cuisses et d'autres périodes où je forçais dessus. Voilà, j'avais mal, mais c'était pas grand-chose. Et un coup, j'avais vraiment mal. Et justement, j'avais pris rendez-vous avec un médecin spécialisé dans les genoux. Je sais plus de quelle équipe nationale, de quel sport français il s'occupait, le gars. Donc, c'était un médecin d'une équipe nationale. Et donc, on m'avait pistonné pour avoir un rendez-vous avec le gars. Et donc, je vais voir le gars. Je lui dis, bah voilà, ce qui se passe. J'ai mal au genou. Donc, je lui montre tout ça. Syndrome rotulien. Il dit, ah ouais, bah voilà, effectivement, nanana. Et le mec, donc c'est pour ça que moi, je me méfie un peu de tout ça, c'est que le mec, je le vois, il me dit, bon, bah, je sais ce qu'il faut faire. J'ai fait la même chose avec un hockeyeur. Je me souviens qu'il m'avait dit ça. Euh, J'ouvre, je coupe le tendon et je le remets. Vous serez plus jamais emmerdé. Je dis non mais attendez, je dis je peux marcher, je peux courir, ça me gêne un peu pour faire les cuisses, j'ai mal mais pas au point d'opérer. Il dit non non mais ça va être bon. Après je mets ça, ce sera encore plus solide qu'avant, vous aurez plus mal. Je dis oh là là. Et donc tu vois naïf. Si j'avais été naïf, j'aurais dit bon ben voilà c'est ce qu'il faut faire, faut y aller. Surtout que ça faisait des années que j'avais un peu mal en dents de scie. Et au final je l'ai pas fait. Et tu vois aujourd'hui bah c'est passé. Mais comme je te disais aussi hors antenne, cette histoire de syndrome rotulien en fait c'est pas bien clair sur comment ça vient et comment ça part. Il y a des gens, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils ont ça. Alors certes, ils font pas tout ce qu'il faut pour que ça parte. On parle souvent de renforcement du quad comparé à l'ischio. Des fois, on parle de coordination. Voilà, ça manque de coordination entre les différents muscles qui font que la rotule, jamais le tendon, se désaxe de la rotule. Là, bah forcément, t'en as fait un peu trop d'un coup. Mais c'est vrai que c'est une galère et ouais, je touche du bois, ma table est en bois, ça va. Mais moi, c'est parti quand j'ai commencé à ralentir justement l'entraînement des cuisses. Mais ça peut durer vraiment des années et des années en fait. Hein, c'est ça le problème. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas un manque de force. Je pense pas que tu aies tout perdu en 2 mois au niveau des cuisses. Surtout que tu avais repris déjà les trucs au poids du corps, tout ça. Et tu as des gens, tu le sais aussi bien que moi, qui font absolument rien et qui n'ont pas du tout ces douleurs-là. Et qui ont zéro muscle, pas de force. Donc c'est souvent un coup de malchance. Oui. C'est souvent un coup de malchance. Alors, pour changer de sujet et pour être dans un truc plus positif, parce qu'on est quand même des types positifs, je sais pas si tu as suivi Fabrice, mais j'étais donc aux Canaries pendant quelques jours et j'ai partagé sur les réseaux sociaux euh, mon aventure du kayak dans l'océan, un truc que j'avais jamais fait. Donc moi, je suis plutôt habitué, pour ceux qui suivent, à faire du kayak sur de l'eau plate, donc où il n'y a pas trop de vent, où il y a quelques petites vagues, mais pas grand-chose, ou des fois rien du tout. Vraiment, c'est paradisiaque, notamment sur le lac d'Aiguebelette. Et donc là, c'était l'occasion pour moi d'aller en mer, donc dans l'océan même, et de me confronter un peu à ce qu'on appelle vraiment le surf ski, donc avec des vagues, tout ça. Et il y a une expérience assez folle, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de vent aux Canaries. Et on s'est retrouvé en fait, donc il y avait là-bas un Français qui loue des kayaks et des pirogues. Il fait plus de la pirogue que de kayak. Et donc un coup il dit bah tenez, on va faire une sortie sur la journée, on va aller faire on va aller faire une expédition. Et je dis bah ok, on est ok tout ça. Et donc on y va, surtout vague dans le dos, un peu de profil mais pas grand-chose. Donc super l'aller, tout ça. On va sur une île. Pour ceux qui connaissent, c'est l'île de Lobos, donc de Fuerteventura à Lobos. Donc voilà, c'est à peu près 5-6 kilomètres. Donc nickel. Et au retour, il y a un gars qui lui dit mais t'es sûr que tu repars maintenant parce que là le vent s'est levé. Le mec dit ouais, ouais ça va aller, ça va aller. Et on reprend on reprend les bateaux. Et là, au bout de 500 mètres, l'enfer. Mais l'enfer, Fabrice, alors toi tu fais pas de kayak et je sais pas s'il y en a beaucoup qui en ont fait, mais en gros des vagues énormes et le bateau à chaque vague qui tape, qui fait pop, pop, pop. Et sauf qu'on j'étais à 6 kilomètres du truc. Donc il y avait d'autres gens et tout qui étaient avec moi. Et au lieu de mettre 50 minutes, on avait mis avec vague dans le dos, tout ça, à surfer un petit peu pour aller sur l'île. J'ai mis 1h35 à rentrer avec un vent de malade et je me suis dit, surtout, il faut pas que tu tombes maintenant. Parce que si tu tombes, t'es mort. Et c'était l'enfer. L'enfer vraiment. Et c'était vraiment une expérience. J'en ai parlé sur Strava rapidement, mais je voulais refaire un petit point parce que vraiment, c'était quelque chose auquel je m'attendais pas.
Et après, donc, j'ai regardé pas mal de vidéos justement de personnes qui font ça. C'est vraiment leur activité principale de faire donc du surf ski, donc du kayak dans l'océan, et avec des vagues encore plus grosses. Donc il y en a qui me cassent même leur kayak des fois entre deux vagues, qui retombent et paf, ça pète. Mais c'était hyper impressionnant. Et j'espère que ça va me servir maintenant sur l'eau plate, comme on dit, parce que là, c'était vraiment, c'était la flip. Je me dis putain, faut surtout pas tomber parce que là, si tu tombes, ok, tu peux remonter. Mais alors le temps de remonter avec le vent, les vagues et tout. C'est On pas dit a, que on a, on a pas dit on que a j'allais- failli perdre Rudy. Mais Ah, donc maintenant, t'es fonctionnel pour faire du kayak sur les vagues. je sais pas parce que justement il y a beaucoup de vent et donc en fonction des jours, là j'étais avec le gars là donc je l'avais suivi tout ça, mais de moi-même j'aurais été tout seul, je serais resté sur l'île, j'aurais attendu que ça se calme, hein. J'aurais attendu le soir pour rentrer peinard ou parce que là vraiment ça soufflait un truc de dingue et le gars en fin de truc il dit putain il dit bravo, il dit parce que là c'était compliqué, bah ouais c'était compliqué surtout pour quelqu'un qui en a jamais fait. Pour moi c'était un peu trop j'ai pas vraiment pris de plaisir à faire ça quoi. Là vraiment et donc, les jours suivants, je me suis contenté de rester surtout dans le port parce que j'ai pas eu de bol. Il y a eu 2 jours vraiment de gros vent. Et pile quand je partais, le vent s'était calmé et c'était nickel pour que j'aille apprendre pour de vrai. Et donc, en plus de ça, je voulais partager que toi, Fabrice, qui habite sur la côte basque, à chaque fois, tu me dis que tu veux pas apprendre le surf. Et alors qu'il y a plein de surfeurs chez toi. Et donc, figure-toi que je nous ai pris, j'ai fait une demi-journée d'apprentissage de surf, Fabrice. Alors, la question est, suis-je un surfeur désormais? Ouais, bah, alors c'est bien. Raconte au public quel niveau t'avais au bout de donc ta petite demi-journée. Est-ce que tu étais capable, ne serait-ce que de te mettre debout sur le surf sans tomber? Est-ce que tu avais Ah, déjà atteint ce stade-là? ah non, je tombais, ah, ça c'est sûr que je me Ouais, cassais c'est la gueule. ça, Ah non, non, c'est mais ça. franchement, c'était beaucoup plus balèze. Car je me doutais que ça allait être dur, parce que le gars, donc là-bas, à Fuerteventura, Canaries, donc il y a beaucoup de gens qui vont pour faire des stages de surf, pour apprendre le surf, pour débuter tout ça. Et donc je me dis, bah tiens, c'est l'occasion, j'irai faire du kayak l'après-midi, voilà, le matin, je vais faire surf. Et donc, je vois le gars, déjà, il nous met sur la plage, et il dit, bah voilà, il t'apprend la position, nager dessus, bon, les trucs basiques, hein, ça, il n'y a pas trop de soucis. Puis après, il te montre comment te mettre debout. Et là, tu dis, oula, ça a l'air compliqué. Ça a pas l'air. Tu sais, moi, je m'attendais à ce que tu puisses sauter sur la planche. Tu sais, et puis voilà quoi. Mais en fait, pas du tout. Donc, il y a toute une technique, tout ça. Ouais, tu fais une espèce de pompe et puis après, pouf, d'un coup, tu te retrouves en position, Ouais, allez, semi-fente. Voilà, ouais, tu vas faire. ouais. Et d'un coup, c'est pas vraiment d'un coup. Et donc, j'étais avec 4 autres personnes. Et donc, comme je me doutais, comme d'habitude, hein, ceux qui étaient plutôt petits et style dinosaure, selon ma codification dans la méthode superphysique, d'un point de vue morpho-anatomique, ils se mettaient debout beaucoup plus facilement, ils tenaient plus longtemps. Et puis moi, à chaque fois, si j'essayais, pouf, je m'éclatais, j'avais pas du tout l'équilibre. Alors, j'ai réussi à surfer, évidemment, et c'était pas donné dès le début, allongé sur la planche. Donc déjà, c'est pas mal, parce qu'au début, tu connais rien, ils appellent ça le nose diving. Le nose dive. Et en fait, c'est quand ta planche, t'as les vagues donc, qui t'emmènent, et ta planche, elle comment? Elle penche vers l'avant. Tu vois, elle penche, au lieu qu'elle soit relevée, elle penche vers l'avant. Et là, j'ai pris un truc comme ça, parce que j'étais dans les rouleaux pendant, je pense, au moins 18 minutes. Dans les faits, plutôt 5 secondes. Mais là, tu dis, oh là là, putain, faut pas qu'il y ait des rouleaux à fond, quoi. Parce que sinon, Bien sûr. tu te fais démonter. Et donc, une fois que tu prends 3-4 gamelles comme ça, tu comprends qu'il faut lever la planche un peu quand tu es dessus. Donc, c'est vraiment une question, on dit de balance, mais d'équilibre. Donc, de répartition des poids sur la planche. Donc, après, allongé, ça allait. Mais debout, j'étais pas encore, hein. Franchement, je pense il fallait. La semaine, je pense qu'avec la semaine, c'était sûr. Mais ceux qui étaient plus petits, il y arrivaient bien. Et il y avait un autre gars qui était assez grand. Il y arrivait un peu. Mais lui, c'était son 2e jour, mais c'était pas, en fait, comme toutes les activités, faut s'entraîner à fond. Mais c'était marrant de voir comment ça fait. Et donc, c'est vraiment le truc touristique parce que là, t'avais, je sais pas, on était plus de 100 dans l'eau, quoi. Il y avait plein d'écoles entre guillemets différentes pour t'apprendre. Mais ouais, c'était vachement. En fait, tu te prends des rouleaux, t'es secoué sans arrêt. Et ouais. Et je sais pas comment c'est sur la côte basque, mais là, c'était des conditions assez sympas. Il y avait pas trop de vent ce coup-là. Et donc le gars dit c'est bien parce que là, vous avez le temps d'attendre les vagues, de les voir arriver. Et il y a des fois, il y a vraiment du vent et elles s'enchaînent tellement que c'est rouleau sur rouleau. Et donc là, débutant, c'est mort quoi. Mais ouais, c'était. Mais tu peux te faire mal, hein. Justement. Bien sûr que tu peux te faire mal, Rudy. J'avais dit, mais t'as oublié. Quand j'avais fait le kiné pour ma rééducation de la cheville, là, suite à mon opération du dos, il y avait un type, en fait, qui s'était pété la jambe en faisant du surf.
Et je lui avais dit, mais comment on fait pour se péter la jambe en Ah faisant ouais, du surf? Eh ben, ouais. c'est simple. Tu tombes sur un rouleau, comme tu as décrit. Le rouleau te pousse au sol. Et en fait, ben, c'est comme si je m'exagère un peu, c'est comme si tu tombais d'une hauteur, quoi. T'es projeté. Et du coup, ben, il s'était cassé la jambe et il a dit qu'en fait, les blessures au surf étaient assez fréquentes si tu prends un rouleau, pas comme il faut, quoi. Ah ouais, non, non, mais Donc, en plus, les rouleaux, tu sais, ils arrivent. Donc, les rouleaux, c'est les vagues assez hautes que tu peux surfer, parce que sinon, il y en a qui ne peuvent pas surfer. Et donc, en fait, t'en as une qui arrive, et puis il suffit qu'il y ait un bateau qui est passé, et t'en as trois, quatre qui sont vraiment rapprochés. Si tu loupes, entre guillemets, ton surf, ah là, tu te fais embarquer sur trois, quatre rouleaux, quoi. Là, vraiment, ouais, tu peux vraiment te défoncer, hein. C'est sûr que, ouais, tu peux t'éclater, hein, là. Et donc, en plus, ce qui est drôle, c'est que, bon, ça dure à peu près, je suis resté à peu près 2 heures dans l'eau. Et à force d'être allongé dessus, tu sais, t'es en position, tu nages, tout ça, et ben j'ai des bleus aux côtes. Parce que tu sais, ça appuie sur les côtes comme tu te relèves un peu pour nager dessus. ouais, Je je sais pas si tu vois. vois la position. Et, et donc j'ai les côtes. Donc à droite et à gauche, j'ai des bleus, quoi. Donc je suis Eh défoncé, quoi. ouais. Donc Donc bon, t'étais moi. pas fonctionnel du surf. Non mais le surf effectivement, j'ai déjà eu envie plein de fois d'essayer. Mais ce qui m'a rebuté, c'est que je vois exactement la scène que tu décris, hein, quand t'as toutes les écoles l'été qui ouvrent, voilà, pour des jeunes, souvent c'est des adolescents, qui vont en faire pendant une semaine. Et d'ailleurs, comme j'avais dit, de plus en plus, ça se féminise. Hein. Des fois, t'as des groupes, t'as 8 filles sur 10 personnes. Je sais pas si toi t'as vu ça aussi là où t'étais, mais Ouais, ouais, vraiment il y avait beaucoup de filles, ouais. c'est ce que j'ai vu maintenant. Franchement, les filles sont très, très, très sportives, même pour se mettre à quelque chose. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles. Et bref, ben, je vois bien qu'au bout d'une semaine, les groupes, c'est facile. Hein, ça doit commencer le samedi, ça finit le vendredi ou quelque chose comme ça. Je vois bien qu'ils n'ont pas énormément progressé et que c'est une activité qui nécessite vraiment beaucoup de skills, quoi, comme on dit. Et justement, c'est intéressant à réfléchir ce truc-là. Si tu te souviens, quand tu étais au lycée, en cours de sport, il y avait diverses activités qu'on arrivait à faire sans jamais en avoir fait. Par Bien exemple, il y sûr, avait bien du sûr. badminton. Voilà, tu Voilà, fais du badminton, j'étais badminton, tu hyper fais bon. Voilà, ça, j'étais une bête. voilà, mais tout le monde est hyper bon en badminton au lycée. Moi aussi. Et voilà, il y a du basket ou du handball, etc. Alors, je dis pas que là, à 40 ans, on peut s'y remettre d'un coup à ces activités-là, mais grosso modo, on a l'impression que si tu es un petit peu sportif, tu peux jouer un peu à ces activités-là, en fait. Mais il y a d'autres types d'activités, voilà, comme le golf, le surf et plein d'autres auxquels je pense pas où clairement, en fait, déjà la courbe de progression de départ, simplement pour faire un truc extrêmement basique, eh ben, ça va te prendre des heures et des heures et des heures, en fait. Ah ouais, mais c'est ça. Et Faut être super motivé parce que là, pareil, moi, je voyais plein de gens faire du wing foil. Donc, si vous connaissez pas, je vous laisse taper wing foil. Et en fait, tu les vois, tu as l'air hyper beau. Putain, c'est beau, tu vas voir, tu vois le truc et tu dis, oh là là, putain, sur le surf, déjà, je tiens pas. Donc là, faut que je tienne là-dessus. Tu dis, oh là là, putain. Donc, faut être vraiment c'est, hyper pour motivé, expliquer, quoi. en gros, on surfe et puis on tient une voile avec ses mains, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, mais c'est une planche avec une sorte d'aileron qui est dans l'eau, qui Oui, te tout améliore à ta fait. portance, tout ça. Et il y en a Ouais, plein qui ouais. faisaient ça. Et c'est, franchement, tu les vois, tu dis, waouh, ça donne envie, tout ça. Mais là, rien que le surf, j'y arrivais pas. Alors, je dis, bon, je vais pas prendre un cours de ça parce que là, je vais pas sortir de Mais l'eau, ouais, quoi. ouais, ouais. Mais c'est très marrant parce que voilà, je finis là-dessus parce que je suis complètement, je suis comme ceux qui nous écoutent. En fait, je fais que constater ce que je vois. Dans les années 80-90, ce qui était à la mode, c'était la planche à voile. Mais bien Il y a sûr. beaucoup de gens qui faisaient de la planche à voile. Après, ça a évolué un peu et c'est devenu le kitesurf, en tout cas dans les endroits où il y a beaucoup de vent. Donc là, c'est une planche et puis on va dire une espèce de cerf-volant parachute, bon, j'appelle ça comme ça, où les gens sont tractés. Et effectivement, ces dernières années, j'ai vu des tubes qui étaient sur une planche et puis avec une voile, un peu genre comme une planche à voile, mais la voile, elle est sur un mât, ils la tiennent à bout de bras. Et la nouvelle version maintenant, c'est d'avoir une planche, une espèce de double planche. Et en fait, la planche, elle est au-dessus de l'eau et il y a une toute petite partie de la planche qui est sur l'eau. Donc c'est ce que t'as expliqué. Et c'est marrant de voir l'évolution. Et des planchistes, planche à voile, t'en vois quasiment plus. Donc Ah ouais, c'est il y en comme a si beaucoup c'était moins. passé de mode ou Ouais. je sais pas, c'était peut-être trop exigeant au niveau de la musculature ou peut-être que c'était ennuyeux par rapport aux trucs modernes. Et on voit comme ça a complètement changé. Et effectivement, moi qui ai l'habitude de vivre vers l'océan, je vois les changements, c'est assez rigolo. Ah non, mais c'est vrai que bah, tu as des activités, tu peux démarrer, tu vois que bon, bah, ça va. Je pense que ça vient aussi des antécédents sportifs. J'ai écouté un podcast justement là de mes potes Nico et Fred sur Endurance 30 et ils en parlaient beaucoup du fait que quand t'es gamin, si t'as pas enrichi un peu ton répertoire moteur et qu'en plus après tu l'entretiens pas trop, bah en fait tu fais que perdre. Hein. Et on voit bien qu'avec les années, bah tu perds de plus en plus sans entretenir le truc. Donc ouais, le surf. Après c'est tous ces trucs d'équilibre. Le kayak c'est un peu pareil. Souvent, bah donc j'ai mon podcast Les Secrets du kayak.
Les champions, championnes, tout ça, ils ont commencé, ils avaient 8, 10 et 12 ans maximum. Puis des fois, ils avaient fait de la gym avant ou d'autres activités nautiques. Donc en fait, ça allait tout seul pour l'équilibre. Je leur demande comment ils font, ils y pensent même pas. Alors que moi, je suis là, je dis putain, faut bien répartir mon poids, faut bien que je mette tout ça. Et c'est pour ça que ma courbe de progression au kayak, en termes d'équilibre en tout cas, est hyper lente. Parce qu'en fait, je partais de tout l'inverse avec la muscu où on cherche à stabiliser. Mais ouais, là, le surf, je vois que, bon, c'est pas un truc qui me passionne spécialement, mais c'est pareil, j'ai toujours été un peu admiratif je sais pas toi si t'en faisais, mais ceux qui font du skateboard, de la planche à roulettes. De la planche à roulettes. Nous, on disait la planche à roulettes, du skateboard. Et la dernière fois, donc, j'ai une blague, j'étais à Decat, donc magasin de sport maintenant que tout le monde connaît. Et je vais dans les rayons, j'aime bien voir un peu comment évolue le magasin en termes de matériel et tout. Et maintenant, bah, ils sont quand même très à la pointe sur pas mal de choses. Et tiens, je vois rayon skateboard et je dis, bah tiens, j'en ai jamais fait, je vais essayer. Oh, je sais pas si Faris a déjà essayé, mais alors tu te mets dessus, moi qui ai pas du tout d'équilibre, tout ça, mais c'est hyper dur en fait, hein. Vraiment, de laisser glisser, de prendre de la vitesse et tout, t'es pas serein, quoi. Est-ce que t'as déjà essayé de faire du skateboard, Fabrice? Est-ce que ce sera peut-être ton nouveau sport, ta nouvelle activité? Le skateboard, j'avais déjà essayé quand j'étais tout petit, mais j'avais pas accroché. Mais alors, j'ai eu une anecdote un peu la même que la tienne. Je l'ai peut-être déjà racontée. Donc, à coup, je passe devant un magasin de surf. Et en fait, devant le magasin, Ah, il y a la t'avais planche. la fameuse planche avec un tube rond sous la planche. Et donc, l'idée, c'est que tu mets un pied à droite, un pied à gauche. Et grosso modo, tu tiens en équilibre. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur, en fait. Enfin, c'est hyper dur. Je sais pas si c'est hyper dur, mais en tout cas, quand t'es nul, voilà, t'as beau être fonctionnel des fentes, hein, et là, je parle d'avant que je sois brisé en 1000 morceaux. T'as beau lever la jambe plein de fois à l'entraînement, je me suis mis dessus. J'ai même pas tenu une seconde. Je suis tombé et heureusement, je suis bien tombé parce que c'était un truc pour en fait se casser la main, tu sais, en retombant Mais sur bien la main sûr. en une seconde. Tu vois, le genre de truc con, tu dis, ah tiens, si j'essayais ça, et après tu te retrouves à finir à l'hosto pour une connerie. Et ben en fait, c'est passé loin, c'est pas passé loin du drame, cette affaire-là. Et Bien donc sûr. c'est pour ça que maintenant, quand il y a des trucs à la con à tester, je ne teste jamais, jamais. Parce que c'est très vite fait de se blesser Bien sur ces sûr. machins Bah, à moi, roulettes. j'en ai une justement, ça s'appelle une Indoboard, mais il y a plein de marques concurrentes. Et donc, bah, je l'ai laissé à la salle et des fois, j'en fais justement de temps en temps. Et je vois que quand j'en fais régulièrement, bah, ça vient. Mais je vois que c'est pas un truc qui n'est pour moi. Et justement, bah, j'ai des copains à la salle qui ont fait beaucoup de skateboard quand ils étaient gamins. Et eux, ils se mettent dessus. Ouais, ils sont hyper à l'aise, ils squattent, ils se mettent à une jambe, ils marchent dessus. Je pense notamment, bah, tiens, mon pote Cédric, qui fait du ski de fond à haut niveau. Lui, il adore ça, il se met dessus, putain, c'est facile. Moi, si je me mets assis dessus, je suis nickel. Comme au kayak, je vois que j'ai l'équilibre et tout, mais sur les pieds, je vois que j'ai un gros travail. Je pourrais vraiment gagner là-dessus. Après, à voir si ça m'aide pour le kayak. Mais ouais, c'est hyper. C'est des trucs qui m'ont toujours attiré entre guillemets tous ces trucs de glisse, mais je vois que c'est pas moi, quoi. C'est Je, ça. je vois que le style me plaît bien, mais je vois que quand je me mets dessus, c'est pas bon. Et pareil, c'est le roller. Je sais pas si t'avais fait du roller. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait beaucoup de roller. On faisait du slide dans la bibliothèque et tout. J'avais des super rollers. Bon, bref. J'avais changé tous les roulements, tout ça. Et puis, un coup, j'en avais racheté ici quand j'étais arrivé à Annecy en 2012. Mais j'en avais pas fait depuis 20 ans, quoi. Et c'était hyper dur. Franchement, c'était. Je me suis dit, wow, putain, mais c'est. En fait, j'aurais dû continuer toutes ces années et ce serait facile. Et comme je l'ai pas fait, bah là, en fait, c'est hyper dangereux, quoi. Exactement. Ouais, ben, bon, je finis là-dessus parce que les gens s'en foutent de nos anecdotes, Rudy. Mais pas du Mais tout, pas du nous, tout. Et j'ai une autre blague après, j'ai une autre blague. laisse-moi finir. À mon époque, c'était des petits. Quand j'étais jeune adolescent, c'était des roulettes sur. Il y avait quatre roues. Comment bien De chaque côté, écartées, voilà, de voilà, chaque de côté. chaque côté. Tu mettais ça par-dessus tes chaussures avec des lianes, on va dire, des sangles. Et puis ça allait quand j'étais petit de faire ça. Par contre, après, au début des années 2000, c'est devenu les rollers, les Voilà, chaussures c'est ce que avec quatre j'avais. trucs en ligne. Voilà. Et là, dès que tu montes là-dessus, en fait, tu te dis, je vais tomber. Et effectivement, au début, bah, tu te sers des lampadaires pour Oui! t'arrêter. Et des fois, tu te les prends dans la tronche. Et tu comprends que ce truc-là, c'est pareil. Avant d'être bon, ça va prendre du temps et que tu as un risque de te péter un truc, mais énorme, quoi. Parce que au début, tu as vite fait de tomber. Donc, tu tombes sur le coude, sur le genou, etc. Et d'ailleurs, c'est complètement tombé en désuétude, hein, le roller. C'était hyper à Ah! la mode dans les années 2000. Là, il y en a beaucoup moins. Mais ouais. Mais encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a tout plein d'activités, c'est du skill en fait, c'est de l'habileté. Et c'est pour ça que je dis que ce truc de fonctionnel, cette espèce de mythe là de fonctionnel, c'est pour moi c'est un mythe absolu, c'est le meilleur truc pour se niquer, de vouloir essayer d'être entre guillemets bon partout et d'aller chercher
comment dire, des espèces de qualités qui demanderaient trop de temps à développer, puis qui au final n'auront pas de transfert sur les autres Ah, bien sûr, activités. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Donc, on a déjà dit, par exemple, on détestait le soulevé de terre pour tous les méfaits que ça fait sur le dos, puis finalement que ça apporte pas grand-chose. Mais l'espèce de mythe de dire ouais, quand tu fais du soulevé de terre, t'es plus fonctionnel que quand tu fais des lombaires à la chaise romaine, plus du tirage à la poulie, etc. Mais fonctionnel par rapport à quoi? Pour aller surfer, pour aller faire du badminton, pour aller faire du roller ou quoi que ce soit, mais ça ne sert à rien en fait de Pour faire du regarder la soulevé de télé, terre pour à regarder la télé, 150 kilos. Fabrice. Ça ne sert strictement à rien en fait. Et donc c'est pour ça que je voulais débunker définitivement ce truc du fonctionnel parce que c'est juste bon pour se blesser en fait, ce mythe d'essayer d'être fonctionnel. Non, mais bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est parce que tu aimes faire les choses et c'est tout. C'est vrai qu'il faut arrêter avec ce mythe du fonctionnel parce que, en tout cas, nous qui n'avons pas les habiletés qu'on a développées, et encore, on dit ça, Fabrice, t'as fait pas mal de sport de combat, tout ça, et t'es souple, tout ça. Moi, j'en ai moins fait de trucs, mais c'est vrai que c'est hyper dur. Dès que je me mets à un nouveau sport, entre guillemets, c'est dur. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins faciles d'accès. Donc, par exemple, le vélo, ça me paraît plus facile d'accès. La course à pied, ça me paraît plus facile d'accès parce que j'en ai fait pas mal aussi quand j'étais gamin. Donc, forcément, ça me paraît facile. Là, le kayak, maintenant, bah, ça fait 7 ou 8 ans que je gravite autour et presque 3 ans où je suis à fond. Donc, forcément, ça vient. Mais je le fais pas pour le fonctionnel, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et donc, mais c'est vrai. Et donc, je finis là-dessus. Sur les trucs à la con où on peut se blesser. Je sais pas si tu te souviens de Karim, de la team Super Physique. Est-ce que tu te Bien souviens? sûr, il y a une séance de Karim qui est filmée. Il y en a plusieurs qui sont Il y en a filmés, qui sont plusieurs. accessibles sur son site. Et je crois qu'il faisait 10 reps à 160 au squat. Bien sûr, bien sûr. Donc, il était très bon en fait, Karim. Bien sûr, bien sûr. Il était Donc très Karim, bon. qui est un bon copain qui est en région parisienne, avec qui je me suis entraîné pendant des années et que j'ai coaché en même temps. Et Karim, un coup, il va dans une fête foraine. Donc il faisait à l'époque, je pense qu'il faisait des séries de 6 à 130 au coucher, pied en l'air. Donc il était assez fort pour 85 kilos de poids de corps, pour 1m73, donc pas super sec, mais voilà, solide, grosse cuisse, tout ça. Et il vient dans cette foraine, et tu sais, il y a le truc où tu peux taper, tu donnes un coup de poing et ça évalue ta force. Alors ça, je sais qu'il faut jamais le faire. Eh ben écoute, je te raconte. Et donc, il est là, il se fait chauffer par les gars autour, ah t'es balèze, faut que tu y ailles, tout ça. Et donc, bah il fait. Et donc il tape, et là, paf, l'épaule putain lâchée. Alors je sais plus ce qu'il a eu. Je pense qu'il a eu une. Je crois qu'il s'était arraché le sus-épineux. Si j'ai pas de conneries, il s'est arraché le sus-épineux, donc le supra-épineux. Et donc il a galéré. Il a dû se faire opérer. Et il a eu mal. Là, je sais pas s'il a encore mal. A priori, il est bien revenu de ce que je vois sur les réseaux. C'est un moment que j'ai pas eu trop de nouvelles. Mais ça a duré plus d'1 an. Avec opération, tout ça, avant qu'il puisse reprendre. Et je crois que même à l'époque, au bout d'1 an, quand j'étais encore bien en contact, il pouvait toujours pas faire de dips. Ça le tirait à fond. Et tout ça parce qu'il a mis un coup de poing dans un truc, il s'est fait chauffer. Et à l'ego, il a voulu y aller. Il a tapé comme un malade. Comme ça. Et paf, il s'est fait l'épaule. Donc voilà. Donc faites attention, vous faites pas chauffer pour rien, quoi. Donc, c'était il y a une vingtaine d'années. Ma mère, pas sportif, monte sur le taureau mécanique ou le cheval mécanique. Et bah, évidemment, on se doute qu'elle n'a pas tenu longtemps. Elle a même pas tenu une fraction de seconde. Dès que le truc s'est mis en route, elle a été projetée en avant. Il y avait des tapis autour de la scène, mais pas suffisamment. Donc, elle a été éjectée. Elle est tombée sur un tapis, puis après, elle a glissé au sol. En réalité, elle s'est cassée dedans. Et Oh voilà putain, comment- dedans? Ouais, dedans. Donc Oh maintenant, putain. il a dû avoir une dent sur pivot de mémoire pour remplacer une dent qui était cassée, puis l'autre, elle est restée aux 3/4, enfin un tout petit peu cassée. Mais voilà, tout ça Putain, pour mais c'est avoir hyper fait dangereux, ce taureau là. bien sûr que c'est hyper dangereux ces trucs-là, Rudy. Et pour ça, les fêtes foraines, faut se méfier. En fait, tu t'aperçois que tout est dangereux, tu vois. Même de lancer une balle à ton chien, si t'es pas habitué à lancer la balle, tu peux te faire mal à l'épaule. Donc en fait, tout est dangereux. Non, mais tout est dangereux parce que on n'y est pas préparé, on n'y est pas habitué. Et en fait, ça sort beaucoup de nos habitudes. Et en plus, bah, il y a toujours ce vieillissement qui se met en place, qui fait que bah, les effets des efforts qu'on fait durent de moins en moins longtemps, et qu'au final, tout ce qu'on fait pas, bah, on le perd de plus en plus vite, quoi. Donc, ça Oui, fait mal oui, au cœur. tout à fait. Et ben, tu te souviens par exemple de ma souplesse légendaire des ischio-jambiers Bien avant ma sûr, blessure bien là. sûr. Et ben, figure-toi que c'est en train de partir à toute vitesse et que là, je sens quand je passe du temps assis qui se raidissent, tu vois. Et quelque chose qui ne m'arrivait jamais avant, tu vois. Mais le fait de m'être arrêté, et ben, c'est pareil, j'ai perdu un peu de souplesse et là, ben, je sens qu'il ils deviennent raides un peu comme un type normal, tu vois, à se raidir pour le moindre truc et à pas retrouver je sais pas comment dire, une espèce de relaxation comme il y avait avant. Donc c'est pour te dire comme ça va vite.
Et ben justement, j'ai une question là-dessus sur les forums que je voulais qu'on aborde, vu que tu as expérimenté les étirements actifs, tout ça pendant très longtemps. On s'en souvient avec les exercices de mobilité que tu faisais à longueur de journée. Il y a Rémi62, donc sur les forums Superphysique, qui dit bonsoir, bonjour, le soir avant de me coucher, j'aime faire des étirements actifs en écoutant des podcasts. On espère qu'il écoute Superphysique Podcast avant de dormir. J'en ai noté une bonne quinzaine, mais j'aimerais en faire davantage. Est-ce que vous en avez certains à me conseiller ou est-ce que vous connaissez un site qualitatif qui en propose? J'ai cherché sur Superphysique, mais je n'ai rien trouvé. PS, je ne cherche pas d'étirements passifs. J'ai déjà une séance à part entière où je cherche vraiment à gagner des centimètres. Fabrice, est-ce que il y a une liste d'étirements actifs à donner? Toi, je sais que tu avais déjà acquis une bonne souplesse de manière passive, donc la souplesse est vraiment passive, et la mobilité, c'est ce qu'on peut appeler des étirements actifs, où on va contracter ses muscles, entre guillemets. Est-ce que tu as une liste particulière ou des recommandations sur certains étirements que tu as pu Ouais. juger hyper bénéfiques, même pas? Déjà, c'est compliqué cette affaire parce que, comme d'habitude, faut voir pourquoi on veut faire les choses. Parce que c'est facile de sneaker avec les étirements. Non, c'est vrai, hein. C'est facile, donc faut réfléchir à ce qu'on veut faire. Faut pas en abuser. Nous, on a toujours dit les étirements, c'est pour compenser les problèmes de la muscu et éventuellement, quand on est complètement sédentaire, avant de se mettre à la muscu, éventuellement retrouver de la mobilité pour certains exercices. C'est ça notre truc. Après, voilà, développer sa souplesse par le biais d'étirements passifs ou actifs, c'est différent de la musculation. Je voudrais bien insister là-dessus. Pour la musculation, ça n'apporte rien. Pour la vie de tous les jours, c'est pas dit que ça apporte quelque chose. Donc, faut réfléchir à pourquoi on le fait parce que c'est quand même facile de sneaker. Mais souvent, en fait, les étirements actifs, ça va être comme des exercices, on va dire, de musculation, mais pour lesquels on a poussé l'étirement. Donc, je te donne un exemple. Tu peux faire des fentes avant en marchant, euh, voilà, sans poids, avec une petite amplitude de pas. Pour le transformer en étirement actif, eh ben, tu forces l'amplitude du pas, tu vois, puis tu fais des fentes avec des pas très longs. Par exemple, tu peux avoir ça. Ou tu as un exercice de renforcement musculaire qui sont les fentes latérales. Si tu veux le transformer en étirement actif, eh ben, tu vas pousser ta fente latérale le plus loin possible, tu vois, pour sentir l'étirement de l'adducteur. Ou, je sais pas, moi, si tu veux étirer les ischio-jambiers de manière active, tu vas faire l'équivalent du soulevé de terre jambes tendues à vide sans poids, mais sur une amplitude plus importante que tu ne l'aurais fait si tu faisais du soulevé de terre jambes tendues avec barre, exercice qu'on ne recommande pas par ailleurs. En général, voilà, c'est souvent des exercices comme ça où tu peux faire du squat sumo, mais en écartant les pieds, les jambes de manière exagérée entre guillemets. Pour moi, c'est ça que j'appelle Bien sûr, bien sûr. Et étirement c'est actif. pour ça que je voulais qu'on en parle. C'est que, ça me semble pas très recommandable avant de dormir puisque c'est actif et que ça va activer. Je renvoie aux notions du système nerveux ortho et parasympathique. Donc, c'est pas l'idéal de s'activer avant de dormir si on veut bien dormir. Et d'autre part, effectivement, c'est des exercices de musculation avec plus d'amplitude. Donc là, tu sais des exercices à vide, mais c'est des exercices qui peuvent se faire aussi avec des poids si on veut se renforcer. Mais là, comme tu l'as dit, il faut savoir pourquoi on veut faire ça. Mais en fait, ouais, c'est des exercices de muscu où on va chercher de l'amplitude et où on peut facilement se blesser en utilisant, entre guillemets, ou du moins en ne s'écoutant pas assez, en utilisant donc des poids trop lourds, en cherchant de l'amplitude trop rapidement, qui est permise. Si on fait des fentes, par exemple, son poids du corps peut suffire à aller chercher des grandes amplitudes. Peut-être qu'on n'a pas, d'un point de vue passif, donc avec la souplesse, et qu'on va juste avoir de manière active, mais en forçant vraiment son amplitude, où ça va tirer exagérément. On n'oublie pas que les étirements, même s'ils sont actifs, ils doivent permettre, entre guillemets, un relâchement. Si c'est pour se crisper, serrer les dents, bloquer sa respiration en même temps qu'on les fait, ça va à l'encontre du but recherché parce que le but des étirements actifs, en plus des passifs, pour moi, les deux sont complémentaires à voir comment vous êtes d'un point de vue passif. C'est, entre guillemets, de dire à son système nerveux, j'y vais, j'ai la force nécessaire pour maintenir cette amplitude sans risque. Si je me crispe et tout ça, en fait, j'envoie le message inverse à mon cerveau et je lui dis, j'ai pas la force, je me crispe, c'est pas bon. Et votre cerveau va envoyer plein d'inhibitions pour dire, remonte, descends pas, te laisse pas étirer. Donc, c'est pour ça que moi, je vois plus ça, les étirements actifs, comme des exercices qu'on peut mettre à part entière dans sa séance de musculation. Et ça fait partie des exercices de musculation. Et le passif, là, on est plus propice à les faire justement, voilà, avant de dormir ou quand on veut se relaxer, en faisant en même temps peut-être des exercices de respiration. Mais c'est vraiment à ce moment-là que ça a du sens et pas avant de dormir. Et pour répondre à la question de Rémi, est-ce qu'il y a une liste
comme pour tout, et comme je le vois beaucoup ces dernières semaines en coaching premium, j'en fais beaucoup en ce moment à Annecy, donc à ma salle de Super Physique Gym. Je passe un petit coucou à ceux que j'ai vus cette semaine, à savoir André, 67 ans. André, un des doyens sans doute qui nous suit, à qui on passe un grand bonjour. Et à Alex, que j'ai vu hier. J'étais son cadeau de Noël. Donc, tu te rends compte, Fabrice? J'ai même pas eu à me déguiser en Père Noël, j'étais son cadeau de Noël. Et bref. Et donc, je vois bien que, avec cette expérience que j'acquiers progressivement à force d'analyser les gens, et ben, que chaque personne va avoir des étirements à faire qui vont être différents d'une autre personne. Alors, parfois, ça peut correspondre, mais c'est pour ça qu'on peut pas donner de programme, même si on en a mis sur le site d'un point de vue passif généraliste. Mais si on veut aller plus loin, et notamment une liste d'étirements actifs, ben, en fait, faut vraiment analyser la capacité de mouvement, donc d'un point de vue passif et actif de la personne, en plus voir si elle a des douleurs, pour mettre en place un programme d'étirement personnalisé. Sans ça, en fait, à moins d'avoir d'énormes compétences dans le sujet et de l'expérience, c'est très difficile de savoir quoi faire. Moi, je me souviens de séances d'étirement, des fois où je passais 2 heures le soir à tester plein de trucs, tout ça, et à la fin, en fait, tu fais tous les étirements possibles et tu sais plus quoi faire. C'est comme aujourd'hui quand on regarde les vidéos de muscu de beaucoup, on sait plus quel exercice faire. Quand on est là, on dit ouais, il y en a tellement qu'on a l'air bien, lequel je fais, et à la fin, on les fait tous et puis on fait rien en fait. Et là, pour les étirements, c'est pareil. Parfois, il suffit d'en faire 3 qui vont bien correspondre plutôt que d'en faire 18 qui vont servir absolument à rien par rapport à vos besoins. Et donc, pour paraphraser Fabrice encore une fois, tout part de vos besoins, de vos objectifs, de ce que vous souhaitez faire. Et à partir de là, on personnalise les étirements. Mais on peut pas donner une liste ou. Après, moi, je me souviens d'un très bon livre. Je sais pas si c'est écrit. Il existe encore. C'est Savoir s'étirer de Christophe Thiriot. Il y avait beaucoup d'étirements actifs dedans, qui était un très bon livre sur le sujet. Mais après, comme l'a dit Fabrice, voilà, c'est des étirements de muscu classiques qui vont étirer. Par exemple, il y a des exercices qui sont pratiquement plus faits, comme le pullover, les écartés couchés avec haltère, tout ça. Ça, c'est des trucs qui assouplissent énormément les épaules, à condition de les faire pas trop lourds et voilà, vraiment en respirant, en se détendant. Souhaiter, j'ai entendu, même à vide, des fentes à vide, du squat sumo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien que de se pendre à une barre fixe, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à lever les bras au-dessus de la tête. En les ayant dans le prolongement du corps. Donc rien que se pendre à la barre fixe, en mettant une petite contraction, en se détendant, tout ça, ça va aider, entre guillemets, à délier les épaules. Pareil, faire des extensions nuque pour les triceps ou du magic triceps, ça va aider à assouplir les triceps. Faire du curl incliné léger, pareil, ça va faire du bien. Et c'est là qu'il faut distinguer peut-être la musculation pour la santé. On va peut-être pas chercher à progresser, mais si on est juste dans cette optique de mobilité, aller faire léger pour conserver cette amplitude, voire en gagner. Et la muscu pour prendre du muscle, où on sait que c'est les exercices qui étirent qui sont les plus efficaces, mais aussi les plus dangereux, et où il faut être assez progressif, et où on voit que souvent, surtout avec l'âge passant, je parle pour Fabrice, parce que moi je suis encore jeune, bien évidemment, on prend des risques à mettre lourd sur des exercices qui étirent de plus en plus, parce que le renforcement tient de moins en moins longtemps. Voilà, Fabrice. Ouais, c'est rigolo que tu cites Savoir s'étirer parce que j'allais le citer, mais alors je sais plus si c'est dans Savoir s'étirer ou dans Un corps sans douleur, donc qui sont des livres qui datent, hein, ça fait plus d'une décennie, où déjà Christophe Thiriot avait conceptualisé le fait, alors je sais pas si c'était lui qui a été le premier à le dire ou d'autres l'avaient dit, que les étirements devaient être personnalisés parce qu'il avait dit voilà, il y a déjà, j'ai repéré 4 ou 5 postures dominantes, voilà, il y avait des gens qui étaient ça c'est Un corps sans douleur, ça. Ça, c'est un corps sans douleur. Les gens qui étaient hyper cambrés, ceux qui avaient une syphose et tout ça. Et donc, il expliquait qu'il y avait des étirements qui allaient renforcer le problème postural. Et donc, du coup, il y avait des étirements, je crois, qui pouvaient être communs à peu près à toutes les postures, mais il y en a qu'il fallait pas faire selon sa posture. Alors, je donne un exemple. Je suis plus sûr que ce soit ça, mais vous aurez l'idée. Je te corrige. Quelqu'un qui était naturellement hyper cambré, ce qui était mon cas, fallait pas qu'il fasse un étirement type le sphinx. Là, vous savez, où on est au sol et on relève le buste vers l'arrière, donc en cambrant. Je crois que, par exemple, il y avait ce truc-là. On comprend assez la logique. Et donc, quand on fait les petits étirements basiques qui sont sur le site Superphysique, par exemple, je crois que pour étirer les pecs, peut-être que Rudy s'est mis entre 2 portes ou quelque chose comme ça, vu que c'est lui qui fait la démonstration. Ça va, c'est pas des étirements qui sont bien méchants et on se dit bon bah voilà, quelqu'un qui fait régulièrement de la muscu pour les pectoraux puis qui est un peu raide des pectoraux au fur et à mesure, soit parce qu'il n'a pas fait assez de pullover ou pas, il fait pas d'écarté couché, et ben du coup on peut se dire il peut compléter sa séance de muscu dans les jours qui suivent ou après s'il adhère aux étirements après en faisant le petit étirement des pectoraux dans une porte. Ça on comprend bien. Mais après quand on va chercher à développer sa souplesse ou si on abuse trop des étirements, et ben c'est pareil, tu as toute une logique
d'agoniste-antagoniste à prendre en compte. C'est exactement comme la muscu. Si, par exemple, tu étires, je sais pas moi, toujours les ischios et que du coup, tu te retrouves avec les ischios hyper relâchés et puis les quadriceps qui sont tout raides, par exemple, ça va finir par poser des problèmes, en fait. Donc, du coup, faut faire gaffe aussi à pas perturber l'équilibre en faisant soit les mauvais étirements par rapport à sa morphologie, soit faire trop d'étirements d'un muscle, et puis après, l'antagoniste n'aura pas le même niveau de souplesse ou de raideur, et puis du coup, ça va déstabiliser l'articulation. Donc, il faut faire gaffe, en fait, avec les Mais bien étirements sûr, pour développer sa souplesse. En fait, c'est un truc à part entière, j'ai envie de dire. bien sûr, bien sûr. Voilà. Et en fait, je pense que ce qui s'est aussi passé pour moi, c'est qu'avant cette foutue blessure au dos, mon truc, tout était parfaitement équilibré. En fait, j'avais la bonne souplesse, agoniste-antagoniste, la bonne raideur au niveau des muscles, qui me convenait pour moi. Et là, avec ces arrêts, et ben, ce truc-là, ça s'est désorganisé. Par exemple, ben, mon ischio-jambier gauche est devenu beaucoup plus souple que le droit. Il y a mon psoas droit, pareil, qui s'est vachement raidi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'après, j'ai des problèmes. C'est parce que le truc, c'est désorganisé. Et du coup, pour revenir à la situation du début, c'est pas si évident parce que la routine d'échauffement ou la routine post-séance d'étirement que j'avais avant ma blessure, elle correspondait à mon état d'avant la blessure. Sauf que là, maintenant, même mon échauffement que je faisais, il convient pas, en fait, parce que j'ai plus la mobilité que j'avais avant. Et les étirements que je faisais en fin de séance, ils conviennent plus non plus parce que ça ne correspond plus à ce que je suis. Et je vois que c'est compliqué, en fait, de savoir lesquels il faut faire parce que déjà, il y a des déséquilibres entre la gauche et la droite. Enfin, bref. Et tout ça pour dire que quand on a un truc qui nous convient à peu près, faut faire gaffe à pas tout dérégler en voulant être plus royaliste que le roi, quoi. Pourquoi il veut faire des étirements actifs? Quel est le sens derrière tout ça? Parce qu'il a un risque au final de se dérégler s'il est bien pour rien, tu vois. Donc c'était ça que je voulais Ouais, non, souligner. mais bien sûr. Alors, je reviens rapidement sur l'histoire de morphologie. Christophe était revenu dessus quelques années plus tard. Et aujourd'hui, vraiment, la tendance, c'est l'analyse articulation par articulation. Moi, que je fais donc en coaching premium, vraiment de voir les besoins spécifiques de la personne, parce que c'est vrai que tu peux facilement te dérégler, quoi. Et là, toi, pour le coup, je précise, comme tu as eu une blessure au dos, forcément, tu as dû compenser ailleurs. Et ce qui a entraîné des déséquilibres. Dès qu'on a une blessure, c'est pour ça que c'est hyper important de faire, entre guillemets, une bonne rééducation, de vraiment prendre son temps, tout ça, c'est vrai, pour se remettre, on va dire, à l'équilibre, parce que sinon, en fait, tu ne fais que compenser, et ça se trouve, ton genou peut venir de là. Ça se trouve, en fait, d'un coup, ça t'a brillé le bassin, et au lieu que t'aies mal aux hanches, et t'as mal au genou, et ça compense sur un genou. Peut-être que ça peut venir de là aussi. Donc, Oui, oui, peut-être. En tout cas, il y a un truc qui est déréglé, ça c'est sûr. voilà, non, mais c'est pour ça que les compensations sont assez faciles. Moi, je me souviens, pour ceux qui ont mon DVD, donc il y a une version vidéo de comment je m'entraînais en 2016 avec les étirements que je faisais, et j'explique vraiment pourquoi je fais tel étirement à gauche et pas à droite et vice versa, tout ça, par rapport à ce que j'avais analysé chez moi à l'époque. Et c'est vrai que il suffit d'avoir une différence de force et de souplesse d'un côté par rapport à l'autre, qui va engendrer donc des compensations et possiblement des douleurs ou des mouvements restrictifs, et donc générer à terme une blessure. Donc c'est pour ça que c'est pour moi hyper important de vraiment, et je le dis souvent, si c'est pour une pratique loisir, voilà, tout ça, on n'a pas de douleur, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on veut progresser tout ça, pour moi c'est hyper important de faire cette analyse, et pour ça que je parlais du coaching premium, cette analyse vraiment mobilité, souplesse, morpho-anatomique, voir comment on est, pourquoi on est fait, pourquoi on n'est pas fait, et de pas essayer, même si nous on y a été à fond, de contrecarrer la nature, parce que la nature à un moment va se rappeler à nous. J'en parlais récemment dans une vidéo avec Hugo, pour ceux qui ont suivi sur la chaîne Le Rendez-vous Musclé. Il est venu à Annecy filmer tout ça. On parlait de tout ça. Et quand tu forces ta nature, à un moment, voilà, le corps, il est pas fait pour soulever 100, 150 kilos, 200 kilos, pour faire des répétitions, tout ça avec. Donc, on force déjà sa nature. On est plus fait pour l'endurance de base. Et donc, c'est pourquoi il faut vraiment, je pense, plus on progresse, plus il faut aller vers la personnalisation. Et c'est en ce sens qu'il n'y a pas de liste d'étirements actifs et qu'il faut vraiment y aller à tâtons, tester des choses, voir comment on est. Mais ça implique, comme tu l'as dit, voilà, une très très bonne connaissance de soi. Et c'est pas accessible au premier abord. C'est pas accessible dès le début, quoi. Il faut vraiment des années et des années d'expérience. Et c'est pour ça que le coaching peut avoir du sens pour certains qui veulent aller plus loin.
Ouais, et exactement comme pour la muscu, et ben sur les étirements, YouTube pour moi fait beaucoup de tort parce que tu as des tonnes et Bah, des bien tonnes sûr. d'exercices qui sont faits par des gens qui sont super à l'aise, ça fait rêver. Et puis des fois, tu t'aperçois que les types ils font, je sais pas quoi, moi du breakdance ou de la capoeira depuis l'âge de 4 ans, et en fait eux ils sont très à l'aise à faire ce qu'ils font, et toi t'essayes et tu vas te niquer ou ça va pas pour toi, etc. Et voilà, donc c'est franchement, il faut se méfier de YouTube. Et Ouais. les bons vieux étirements tout simples qu'il y a sur le site Superphysique, vous avez, entre guillemets, peu de chances de vous dérégler puis de vous niquer avec ça. Voilà, ça permet juste de garder une certaine mobilité et tout. Faut pas trop se compliquer, hein. Faut faire attention, Bien sûr, hein. C'est ça et qui. ça vaut aussi pour des exercices tels que le squat. Bah, je pense à Alex que j'ai vu hier. Voilà, il me dit, ah, j'ai arrêté le squat depuis un moment, mais je suis monté quand même assez lourd et tout. Et puis je le vois, je dis, bah, fais-moi un squat à vide. Et je vois le squat à vide, je dis, ah non, mais là, t'allais te tuer, t'allais te niquer, donc t'as arrêté, t'as bien fait d'arrêter. Parce que pareil, ouais, des fois tu vois des gens, ils sont hyper à l'aise dans un truc, tu dis, ah ouais, moi aussi j'aimerais pouvoir faire ci, j'aimerais pouvoir faire ça. Et moi, ça me fait toujours penser au livre Facile d'Olivier Pourriol, qui était vraiment un très très bon livre, et qui dit les choses, c'est pas parce qu'on veut, on peut, c'est parce qu'on peut qu'on veut. Voilà. Et je pense que c'est assez bien résumé. C'est tu peux faire un truc et donc bah forcément tu le fais et puis tu prends plaisir parce que c'est facile pour toi, tu prends du plaisir, tu vas progresser tout ça. Et à l'inverse, on te dit si tu veux tu peux, bah c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Et des fois tu veux, mais tu vois que tu peux pas et tu forces pour rien, tu perds ton énergie, tu vas à l'encontre de ta nature. Et malheureusement, bah vous le savez, on n'est pas tous égaux. L'égalité n'existe pas. Et c'est pour ça que on milite vraiment fortement pour la personnalisation à tous les niveaux parce que sinon, on peut, c'est comme le truc qui revient sans arrêt. Si on demande à un éléphant de voler, bah, toute sa vie, il peut penser qu'il est nul, quoi. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et si on demande à un oiseau de courir, ça paraît compliqué aussi, quoi. Donc voilà, Fabrice. Ok, Rudy. Alors, je veux juste finir sur un truc rapidement. Je sais pas si tu es au courant ou pas, Fabrice, mais je donne une conférence accompagnée bien évidemment de plein d'autres experts comme Cisport, je sais pas si tu te souviens de Pierre Anelia avec qui on avait fait des podcasts, avec Didier Reis, Pascal Prévost, Aurélien Broussal, bah, toi tu te souviens forcément, Mhm. Fred Marcero qui avait écrit sur le site aussi, à Nevers le 25 et 26 mars. J'en parle car je suis en train de finaliser mes préparations pour la grosse conférence. Donc ça c'est fait, c'est sur entre guillemets les principales erreurs en musculation pour prendre du muscle. Donc je vais aller ça va ressembler un peu au cours que je donne en BPGEPS mais de manière accélérée parce que j'ai qu'une heure et j'espère tenir une heure dans le sens pas dépasser. Et je suis en train de préparer mes deux autres interventions qui seront ce qu'on appelle des workshops. Donc là, c'est plus centré sur méthode et technique pour la prise de masse et méthode et technique pour la sèche. Et en tout cas, c'est sur le site Elite Symposium. Donc il y aura vraiment vraiment beaucoup d'intervenants. C'est sur 2 jours, le 25 et 26 mars à Nevers. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ce sera hyper intéressant. On attend plus de 200 personnes. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui sont passionnés, qui sont curieux, et puis de voir peut-être des personnes que vous suivez depuis un petit moment et à qui vous avez plein de questions à poser. En tout cas, moi, je vais en profiter pour poser plein de questions aux autres intervenants que certains, j'ai pas vu depuis plus de 10 ans, même plus. Je pense à Pierre et Anélia de Cisport, ou même Didier. Didier, ça va faire plus de 10 ans aussi. Et que je suis régulièrement avec leurs interventions. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, Elite Symposium à Nevers, 25 et 26 mars. Il y aura également Sean que vous connaissez, qui était passé sur le podcast. Bref, il y a vraiment, vraiment du beau monde. Et donc, j'espère en rencontrer certains d'entre vous. Et voilà, vous verrez à quoi ressemblent un peu mes cours BPGEPS, même si ce sera en accéléré, parce que souvent, je passe plutôt 2-3 heures, voire le double même, pour expliquer ce que je vais vous expliquer en 1 heure. Voilà ce que j'avais à dire. Fabrice, est-ce que je te verrai à Nevers, évidemment, j'imagine? Je pense pas, mais je serai avec toi par la pensée. Et bah super. Et bah sur ce, on va s'arrêter là. Et Fabrice, on espère dans 2 semaines avoir des bonnes nouvelles de ta part. On Ouais, espère ouais, bah, que, on espère que tu auras plus repris que ça. Et si jamais, voilà, je réitère mon aide pour te conseiller encore une fois des spécialistes pour te sortir de ce de ce problème. bourbier. Ben oui, comme j'avais fait pour ta hernie, là tu peux encore y aller. J'ai des bons en stock. Voilà. Allez, Allez, sur ce, salut! salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin,
Merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.